Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire proposé par AMD dans le cadre du Rendez-vous des décideurs IT édition 2022. La construction d'un environnement de travail hybride est un enjeu clé au sein des entreprises avec pour autant des défis bien particuliers. Citons par exemple la sécurité du réseau de l'entreprise ou encore la performance des collaborateurs et donc de leurs outils, où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent et surtout où qu'ils travaillent. Comment allier performance et sécurité dans un environnement de travail hybride? C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui et pour cela nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau du Rendez-vous des décideurs IT pour en parler Olivier Suina. Bonjour Olivier Suina. Bonjour. Bienvenue donc sur le plateau du Rendez-vous des décideurs IT. Je rappelle que vous êtes Corporate Vice President of Sales chez AMD. Nous avons le plaisir de vous avoir en France sur le plateau du Rendez-vous des décideurs IT et on va essayer de comprendre ensemble comment les entreprises peuvent travailler à la construction d'un environnement de travail hybride sur le long terme. J'ai identifié en introduction deux grandes problématiques, la performance, la sécurité. Il y en a une troisième dont on parlera également, qui est ce sujet finalement de sustainability, d'intégration de problématiques RSE dans le choix de ses équipements, dans la construction de son environnement de travail hybride. Première question, Olivier Suina, avant de parler du long terme, avant de parler de la construction d'un environnement de travail hybride sur le long terme, je vous propose de revenir sur les 2 années qui nous ont précédés, sur ces années de stress pandémique, la pandémie qui a précipité finalement la digitalisation des entreprises, ou en tout cas qui l'a accélérée, principalement donc en raison du recours massif au télétravail et à la généralisation de nouveaux outils collaboratifs. Est-ce que chez AMD, vous avez également profité de cette explosion de la demande en matière d'équipement informatique? Est-ce que vous avez vu à votre échelle cette demande se généraliser? Absolument. AMD, comme je dirais la totalité des acteurs du monde de la technologie, a bénéficié de cette pandémie. Nous avons enregistré des niveaux de vente historiques, à la fois sur les postes de travail et sur le data center, qui également a dû effectuer une transformation. Bien sûr, oui. Vous l'avez dit, ça a eu un effet d'accélération, parce que du jour au lendemain, ou en tout cas dans l'espace de quelques semaines, les entreprises et les familles ont dû travailler de la maison et donc s'équiper de postes pour pouvoir travailler à distance. Donc il a fallu, oui, effectivement, du jour au lendemain, il a fallu maintenir l'activité d'entreprise qui ne pouvait pas fonctionner autrement qu'en équipant les collaborateurs ou les collaboratrices à distance. Oui, et bon, c'est pas nouveau pour beaucoup d'entreprises, je dirais, d'origine anglo-saxonne. Bien sûr. En France et je dirais dans le reste de l'Europe, certains secteurs ont subi cette transformation. Dans le secteur de la finance, dans le secteur même de l'administration publique. Ce n'est pas des modes de travail qui sont très connus. Et donc, on a pu supporter ces clients dans cette évolution avec des solutions de mobilité, essentiellement à la base de processeurs AMD, évidemment. Bien sûr, oui. Mais cette transformation a montré que c'était possible. De créer un espace sécurisé et avec une productivité pour les collaborateurs. Et alors, on va y revenir sur ce sujet performance du coup et sécurité. Ce qui est toujours important pour les gens qui nous écoutent et qui essayent de se projeter, de projeter les gens avec qui ils vont travailler, les équipements auxquels ils vont faire appel. Chez AMD, justement, ces 2 dernières années de travail hybride, imposé presque par les conditions sanitaires. Vous l'avez vécu comment? Vous disiez qu'effectivement c'était plus simple quand on était une entreprise anglo-saxonne parce que c'était peut-être plus déjà démocratisé le sujet télétravail. Comment ça s'est passé chez AMD? Ça a été néanmoins une forte transformation. D'accord. Et je crois qu'il faut le regarder avec des typologies de travail, de postes. C'est difficile d'imaginer un ingénieur qui doit travailler sur des composants et tester des architectures, de le faire à distance. Bien sûr. Donc, il y a eu quelques mois pendant lesquels ils n'ont pas eu accès au laboratoire, mais ça n'a été que quelques mois. Et donc, il a fallu mettre en place des
des conditions sanitaires et aussi des conditions d'accès à distance pour des éditeurs, des types de logiciels qui typiquement, en termes de design, sont uniquement disponibles sur site. Donc ça a eu un effet d'accélération pour un certain nombre d'éditeurs professionnels dans le monde industriel. Pour nos équipes marketing et commerciales, je dirais l'habitude de la mobilité existant, ça a été relativement plus facile. D'accord. En termes d'outils. Mais la transformation, et chose qu'on voit chez tous nos clients, elle est aussi bien technologique qu'humaine. Et donc cette transformation humaine et cette sensibilité à un environnement de télétravail, à un mélange de la vie professionnelle et personnelle est quelque chose sur lequel on s'est beaucoup attaché. Bien sûr. Oui, parce que tout ça a été très soudain, rien n'était organisé, rien n'était prévu, et donc il a fallu l'intégrer, bien sûr. Oui, mais en pensant que on peut travailler de très tôt le matin à très tard le soir. C'est vrai. Et donc, la gestion du stress, la gestion de la santé mentale, la capacité d'un manager à détecter le niveau de stress ou d'un employé à gérer cet équilibre vie personnelle et professionnelle est quelque chose sur lequel nous avons investi en termes de formation. D'accord. Et au bout du compte, c'est vraiment une discipline personnelle qui consiste à bien équilibrer son agenda. Oui, parce que j'allais vous demander si AMD avait engagé des actions pour s'inscrire dans cette transformation. Donc effectivement, c'est déjà d'un point de vue personnel ou d'un point de vue gestion du temps, gestion de son engagement vis-à-vis de l'entreprise et formation des managers. C'est vrai que manager à distance, en fait, on se rend compte que ce n'est pas la même chose que manager quand on est tous dans le même lieu, au même moment, au même endroit. Absolument. Nous sommes 23 000 collaborateurs à ce jour et nous avons embauché pendant la pandémie près de 7 000 personnes. D'accord. Dans les équipes commerciales, les chiffres sur les 3 dernières années ont été multipliés plus que par 3. Donc, de par le monde, il y a plus de personnes qui ont rejoint les équipes pendant la pandémie qu'avant. D'accord. Donc, vous imaginez des équipes avec des managers qui, pour la plupart, ne se sont jamais rencontrés. Bah, bien sûr. Il faut quand même faire une intégration. Donc, il y a un travail, effectivement, d'intégration qui doit être géré de façon différente. Donc, ça a été un sujet de focus. C'est plus difficile de transmettre une culture d'entreprise à distance. Bien sûr. C'est plus difficile de créer des relationnels clients à distance. Donc, on s'est tous retrouvés à passer plus de temps sur les différents outils de collaboration. Mais quand on est en une entreprise à forte croissance comme la nôtre, 40% d'une année sur l'autre au cours des 3 dernières années, doublement du chiffre d'affaires dans l'environnement professionnel, la focalisation est sur l'acquisition de nouveaux clients. D'accord. Et donc, vous imaginez que construire une relation avec un nouveau client à distance, c'est plus complexe aussi. C'est plus bien complexe. Sûr, oui. On a moins de moments d'échange ou autre. On est plus centré sur le produit et les échanges professionnels. Oui. Exactement. Donc, très pratiquement, vous pouvez avoir un rendez-vous plus facilement qu'avant. Même à distance, même de très loin, distance, bien sûr. plus facilement. Mais vous ne pouvez pas développer une relation de la même manière, à la fois avec vos clients et partenaires, et puis au sein des équipes. Au sein des équipes, je dirais, de façon pluridisciplinaire, entre les commerciaux, le marketing, les groupes produits, ça ne peut pas remplacer le présentiel. Et alors justement, en matière de relations clients, tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui sont en réflexion actuellement sur la construction d'un environnement de travail hybride. On parle de workspace hybride, de manière plus générale de travail hybride.
Il y a eu l'urgence, c'est pandémique, c'est pour ça qu'on y a passé un petit peu de temps au début de ce webinaire pour comprendre effectivement les besoins court terme qu'ont connus les entreprises sur les 2 années qui nous ont précédés et aujourd'hui la construction d'un environnement de travail hybride sur le long terme. Est-ce que vous, chez AMD, vous avez vu ces besoins évoluer entre la gestion court terme et aujourd'hui la réflexion d'une construction beaucoup plus long terme? Tout à fait, et ça passe par une écoute client importante. Le court terme, c'est l'équipement d'outils informatiques avec la performance, la sécurité, le souci énergétique que vous mentionnez. À moyen terme, encore une fois, la réponse technologique, elle évolue avec un premier souci qui est la sécurité. D'accord. L'accès à distance, vous transportez des données, je dirais, dans les différents sites de travail. Bien Donc, sûr. la Multiplié par autant sécurisation de des collaborateurs. données est la priorité. D'accord. Donc, nous avons un certain nombre je dirais, de features qui permettent le chiffrement de la mémoire. Et ça, c'est primordial. Vous imaginez les besoins en termes de réseau sécurisé, donc l'accélération d'intégration de cartes qui permettent une gestion sécurisée de l'accès au réseau. D'accord. Ouais. Donc, une explosion de réseaux VPN, de besoins en réseau VPN. Et puis également une transformation au niveau du data center, sur lequel vous devez pouvoir sécuriser un accès à distance. Cloud public, cloud privé, et puis plus traditionnel. Donc ça a accéléré une réflexion sur la segmentation des besoins des utilisateurs, à la fois au niveau post-client et puis sur la structuration du domaine applicatif. Sur ce sujet sécurité, si on reste dessus, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui aider les entreprises à se protéger, par exemple, vis-à-vis d'attaques malveillantes? Effectivement, on a eu, et c'est pour ça qu'on a parlé de court terme et de long terme, c'est qu'il y a eu le court terme où finalement le sujet c'était le maintien de l'activité. La sécurité n'était pas forcément la priorité. Aujourd'hui, dans une construction long terme, la sécurité devient la priorité, vous venez de nous le dire. C'est une des angoisses principales aujourd'hui des entreprises et des services IT. Vous, en tant qu'AMD, en tant qu'expert de ces sujets IT, comment est-ce que vous pouvez conseiller les entreprises qui veulent se protéger contre des attaques malveillantes? Oui, donc je dirais, il y a, comme souvent, 2 volets. Le volet technologique, j'ai évoqué le chiffrement de la mémoire. Dans une nouvelle gamme AMD Ryzen Pro, il y a l'incorporation d'outils d'administration à distance, donc qui permettent de s'intégrer dans des outils d'administration à distance que proposent nos partenaires. D'accord. Ça peut être donc la surveillance de l'accès au poste de travail. Savoir qui se connecte, Qui quand. se connecte, quand, et la mise à jour ou l'arrêt de la machine. D'accord, à distance. À distance. On peut décider d'arrêter une machine parce qu'on Absolument. considère qu'elle est vérolée ou que, en tout cas, ce n'est pas la bonne personne qui l'utilise. Oui. La deuxième partie est la sensibilisation de l'utilisateur à tout ce qui est aux cyberattaques. Donc là, les données sont très claires. Il y a une multiplication par 5, 6 du nombre de cyberattaques. Donc, il y a un travail au niveau de la technologie et il y a un travail au niveau de la sensibilisation des utilisateurs. Donc, c'est de la formation. C'est de la formation. C'est de la formation des utilisateurs pour être beaucoup plus bienveillants. Bien sûr. Sur le phishing, sur ne pas laisser un ordinateur non verrouillé dans un site public ou semi-public. Donc tout ça, c'est un travail de transformation et de sensibilisation de chacun pour sécuriser à la fois l'utilisation, le comportement et puis évidemment la technologie.
Parce que vous mentionnez les cyberattaques, effectivement, c'est un sujet d'angoisse pour les gens qui nous écoutent, pour les DSI, puisque en fait, il ne se passe pas une journée sans qu'on n'ait pas dans la presse un sujet de cyberattaque qui a immobilisé l'activité de telle ou telle entreprise. Donc on comprend bien qu'il y a des failles un petit peu partout pour ceux qui sont allés trop vite dans l'ouverture presque de leur réseau. Est-ce que, selon vous, se protéger aujourd'hui et protéger le workspace hybride sur le long terme, ça veut dire revoir tout ce qui a été fait dans l'urgence d'équipement pour maintenir une activité? Tout à fait. Et c'est un des gros sujets des directions informatiques. Hein. Ça passe par un état des lieux, un audit, bien comprendre quelles sont les failles dans les systèmes existants, et puis les adresser dans un plan de protection. Mais 90% des accès et des attaques sont à l'origine d'erreurs humaines. D'accord. Hein, on a cliqué, on a ouvert le mauvais lien. On a ouvert le mauvais document, on a répondu, on a laissé un ordinateur ouvert. Donc le travail, il est principalement sur la sensibilisation des utilisateurs. Dernière question sur la sécurité avant de revenir peut-être sur les autres enjeux que vous identifiez sur la construction d'un workspace hybride long terme. Là, on est sur effectivement une actualité assez dense en matière d'attaque, de ransomware ou autre, en tout cas de cyberattaque. Ce n'est pas les seuls risques, mais en tout cas, c'est le plus prégnant aujourd'hui. Est-ce que pour vous, demain, il y a de nouveaux enjeux à prendre en compte pour les entreprises si on fait un peu de prospective sur ce sujet sécurité? C'est vrai qu'on s'équipe aujourd'hui pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Il y a des choses qu'il faut anticiper? Le zéro risque n'existe pas depuis des années. Il est de gérer le risque et donc de pouvoir réagir de façon extrêmement rapide à la gestion de ce risque et d'identifier où la faille a pu se produire, où a été l'accès non autorisé. Donc c'est plus dans la rapidité de réaction et donc la mise en place de procédures et de direction de cybersécurité, de renforcer des fonctions qui existent depuis des années, mais de renforcer la capacité de réagir en temps réel. Mais on ne reviendra pas en arrière. Donc c'est plus gérer le risque que de revenir en arrière. Bien sûr. C'est très clair. Alors ça, c'est sur le sujet sécurité, effectivement. Donc quand je vous pose la question de savoir si les besoins ont évolué, votre première réponse, c'est la sécurité. Est-ce que vous avez identifié d'autres besoins qui ont évolué depuis 2 ans en matière de workspace hybride, d'environnement de travail hybride? Un des gros sujets dans la définition de cet environnement hybride est gros sujet aux États-Unis et en Europe. D'accord. Et le retour au bureau. D'accord. Oui, on ne veut plus revenir au bureau? On ne veut plus revenir de la même manière au bureau. D'accord. 5 jours par semaine. Donc, la définition, dans le cadre du droit du travail, de la bonne formule de cet environnement hybride est un challenge. Bien sûr. Pour chacune des entreprises. Est-ce que c'est 3 jours par semaine? Est-ce que c'est 4 jours par semaine? Donc ça, c'est un premier élément. Chaque entreprise doit définir dans le cadre de sa culture et de la fonction et de l'industrie dans laquelle elle est, quel est l'environnement optimum pour pouvoir continuer à attirer du talent. Bien sûr. Et conserver les forces vives de l'entreprise. La mentalité et le point de vue sur l'équilibre vie professionnelle et personnelle a changé. Aller au bureau et passer 1 heure dans les embouteillages, peu de gens veulent le faire et veulent revenir à ce type d'environnement. Donc il y a une vraie question d'équilibre et de politique, je dirais, à définir au niveau de chacune des entreprises. Et le deuxième point, c'est donc quel est l'environnement quand on se retrouve dans un bureau? C'est ça. C'est un lieu de rencontre plus qu'un lieu de travail individuel. Oui, vous répondez à la question que beaucoup de monde se pose, c'est pourquoi? Parce qu'il y a combien de temps je reviens au bureau et pourquoi je reviens au bureau? Qu'est-ce que je fais quand je suis au bureau par rapport à ce que je peux faire quand je suis chez moi? Effectivement, donc on y vient plus pour échanger, pour rencontrer. Absolument. Et c'est pas simple. Parce que est-ce que tout le monde revient
pendant les mêmes journées. Bien sûr, oui. Et vous avez un meeting avec 4 ou 5 personnes. On a tous vécu un moment où on était le seul au bureau et tous les autres, ah ben non, je ne viens pas aujourd'hui. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on est venu au bureau finalement et donc, ça nécessite une coordination pour qu'effectivement le bureau reste un endroit d'intégration, d'échange, de brainstorming, de collaboration. Donc je crois que là, il y a un chapitre à écrire, vraiment, pour nos entreprises et nous-mêmes. Mais on ne peut pas tout faire à distance et le 100% présentiel n'est plus la réponse. Donc il faut écrire ce chapitre et voir ça comme une évolution positive. Bien sûr. Oui. Plus qu'un risque. Et donc gérer ça de façon programmatique, de façon programmée. Mais c'est une transformation au niveau évidemment de l'aménagement du bureau, au niveau de l'espace nécessaire. Donc ça, tous nos clients, nous-mêmes, nous regardons les besoins en termes d'espace de bureau, de configuration. Et puis vous ajoutez au fait que on souhaite que nos commerciaux soient plus sur le terrain, pas dans les bureaux. Donc il y a une forte transformation aussi au fait que leur journée était occupée sur des meetings externes et internes. Maintenant, ils se retrouvent à plus de 50% sur la route. Donc il faut que les meetings à distance disparaissent de leur agenda. Ah d'accord, ça c'est un enjeu pour les commerciaux. C'est un véritable, je crois que pour tout le monde. On aurait pu dire, tiens, finalement, ils font des meetings avec des solutions de visioconférence, ça marche très bien, pourquoi retourner sur le terrain? Non, là, ce que vous nous dites, c'est l'enjeu, c'est au contraire, arrêtez de faire des visios, allez voir vos clients. Allez voir vos clients. Le nombre d'événements revient à des niveaux de pré-pandémie. J'étais à Hambourg en début de semaine, 2000 personnes pour une conférence internationale sur l'HPC. D'accord. Ça ne remplace pas, tout ce qu'on a pu faire avant à distance ne remplace pas le contact qu'on peut avoir avec des équipes de clients. Bien sûr. Donc gérer ces parties-là avec les différentes équipes fonctionnelles, celles qui voyagent moins, celles qui sont sur le terrain, c'est un bel enjeu. Retour peut-être sur AMD. Donc là, on a parlé effectivement d'enjeux de sécurité, d'enjeux d'organisation de ce travail hybride. J'ai parlé en introduction aussi de performance. On imagine bien évidemment que face à tous ces nouveaux enjeux, l'exigence de performance des entreprises reste les mêmes, voire évolue. Comment est-ce que AMD se positionne sur ce sujet du workspace hybride maintenant en tant que partenaire pour accompagner ses clients sur ces questionnements d'actualité? C'est l'équation entre donner une performance, de la sécurité et de la productivité. D'accord. Donc, on a beaucoup parlé de la sécurité. La performance et le besoin d'avoir une machine qui fonctionne avec, je dirais, avec des niveaux de productivité plus élevés compte tenu des logiciels utilisés. C'est un prérequis, ça. C'est un prérequis. Donc, sur ce sujet-là, AMD est bien reconnu pour ses niveaux de performance. Le troisième sujet, c'est la performance per watt, donc la sustainability. D'accord. Le fait que, il faut construire des machines moins gourmandes en énergie. D'accord. Et qui sont capables de durer plus longtemps avec une batterie que précédemment. Donc, avec nos processeurs, une machine peut durer jusqu'à 25 heures. Donc, vous pouvez utiliser un portable toute une journée sans jamais la recharger. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que là, on parle d'organisation de travail hybride, évidemment, mais les sujets sont connexes, effectivement. Ouais. Quand on réfléchit à l'organisation du travail hybride, on ne peut pas se soustraire à ces sujets de RSE et de sustainability. C'est ce que vous nous dites. Absolument pas.
absolument pas. Les contraintes et le coût de l'énergie, on le vit tous, est en hausse. Aussi bien pour l'électricité que pour l'essence, tout est en hausse. Donc, on se doit de fournir des machines qui soient moins énergivores. Bien sûr. Dans un Et souci ça- écologique et dans un économique, du coup, les deux. Exactement, écologique et économique. Et ça va vraiment de pair. Donc il y a la partie client, et puis c'est de la même manière pour les data centers. Vous imaginez que ces investissements explosent, et donc tous les opérateurs demandent plus de performance, mais avec un niveau de consommation énergétique en baisse ou équivalent. D'accord. Donc on multiplie des niveaux de performance entre 20 et 30 fois supérieurs pour des gros data centers, mais avec une consommation énergétique similaire. Donc une forte une équation un peu plus difficile à mettre en place, du coup. Oui, à résoudre. Mais on sait le faire. Vous savez le faire, ça n'a pas l'air de vous faire peur en tout cas. Pas du tout. Dernière question, deux dernières questions rapidement du coup. On parle de long terme. Quand on parle de long terme, j'aime bien quand même qu'on essaie de se projeter un petit peu dans l'avenir, puisqu'effectivement, les gens qui nous écoutent doivent faire des choix aujourd'hui, qui vont les engager demain, et il va falloir qu'ils justifient demain qu'ils ont fait les bons choix quelques années auparavant. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'AMD en matière d'innovation pour les années à venir, qui viendrait correspondre aux besoins que vous anticipez demain pour les entreprises? Une focalisation accrue sur la sécurité. D'accord, c'est vraiment le sujet. C'est le sujet. Quand vous êtes en hybride, la sécurisation des données, la sécurisation du réseau est primordiale. Un travail avec les partenaires constructeurs et éditeurs pour pouvoir offrir des solutions complètes qui satisfassent ces besoins. Donc, je dirais un commitment à travailler dans un écosystème de partenariat pour que ça se fasse de façon collaborative. Le dernier élément, c'est pouvoir partager notre expérience en termes de transformation humaine. Bien sûr. Chaque entreprise a sa typologie de job. Je parlais des ingénieurs qui devaient être dans le lab. Chaque entreprise doit définir quels sont ses besoins et nous sommes toujours prêts à partager notre expérience dans ce domaine-là. Je vais utiliser, vivant en Californie, je vais utiliser un exemple qui m'est proche d'une société comme Tesla, qui n'a pas de force commerciale. D'accord. Tout se fait online et l'entreprise n'a été arrêtée que pendant quelques mois. Les employés sont allés dans les usines, dans les laboratoires pendant la majeure partie du temps. Donc il y a des mesures à prendre. Il y aura des versions de Covid qui vont continuer à arriver. Il faut tous se mettre dans une attitude positive concernant ce nouveau modèle et le gérer plutôt que résister. Et ça va par la technologie, par la compréhension des besoins de chacun des fonctions, chacune des fonctions, et puis aller de l'avant pour que, au bout du compte, l'entreprise puisse atteindre ses objectifs de croissance, de satisfaire ses différents clients et collaborateurs aussi. Et collaborateurs, parce qu'on ne reviendra pas en arrière. Je crois que cette notion d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle est là pour durer. Et c'est pas négatif, mais ça a besoin d'être géré. Ça a besoin d'être géré de façon proactive. Merci beaucoup Olivier Suina d'être venu sur le plateau donc, du rendez-vous des décideurs IT pour nous expliquer comment allier performance et sécurité. On a bien compris que la sécurité c'était le sujet du moment dans un environnement de travail hybride. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis donc, depuis le plateau du rendez-vous des décideurs IT.